Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi il retourne. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leurs roues. Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs Viking de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. À l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi? Ou est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie? Et en 2022, le rover martien Perseverance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Perseverance? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Perseverance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère G0, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir G0 pour leur relevé. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années. Le cratère G0 lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui. Apparemment, il y avait de l'eau sur Mars, et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à G0, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendu dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans. Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer G0 d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait. Bientôt, ces signaux étaient omniprésents et, de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12. C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 4 carottes ont été prélevées sur 2 roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les 2 premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue. Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposés par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de G0. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool, car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coin sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Perseverance est parvenu dans le delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré 2 nouvelles carottes.
qui contenaient des substances organiques. Cette pierre-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les deux roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge. Pourquoi est-ce important? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes. De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces deux carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Perseverance jusqu'à présent. Elle s'y est probablement accumulée pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Perseverance s'est déjà déplacée vers une autre région, un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac G0. Enfin, Perseverance montera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelque temps avant la fin de l'année 2022, Perseverance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à G0 dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Perseverance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027, 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher, littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de CS découverte. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens! De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars, et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps.
Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes ? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux ? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit ? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation ? De quels équipements disposons-nous ? Avec quoi allons-nous extraire les ressources ? De quelles compétences aurons-nous besoin ? Tu sais quoi ? Qui s'en soucie ? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent ? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle ? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film « Seul sur Mars ». Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne.
À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation. Et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe, et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Imaginez un monde où le paysage rouge et stérile de Mars est transformé en un verger luxuriant et verdoyant. Un monde où l'eau coule librement, sculptant des canyons et créant des lacs et des océans. Pouvons-nous créer un tel monde en apportant de l'eau terrienne sur Mars? Ne vous précipitez pas pour dire non. Explorons cette possibilité. Bien, disons que nous pourrions magiquement transporter toute l'eau de la Terre vers Mars. Cette cargaison immense serait une folie en termes d'ingénierie et de logistique. Alors, comment ferions-nous? Sachez tout d'abord qu'il s'agirait de millions et de millions de litres d'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Il nous faudrait des réservoirs d'une capacité incroyable pour contenir tout ça. Et il nous faudrait trouver comment les lancer dans l'espace. Une technologie hyper développée serait nécessaire, ainsi qu'une grande quantité de carburant. Nous pourrions créer une flotte entière de navettes spatiales, spécialement conçues pour cette tâche. Imaginez ça, de gigantesques vaisseaux-citernes, remplis de tonnes d'eau soigneusement recueillies, décollant de la surface de la Terre et projetés dans l'espace à une vitesse inimaginable. Plutôt cool comme spectacle, non? Mais une autre solution, sans doute plus efficace, serait de lancer sur un temps plus long un grand nombre de petits vaisseaux, chacun transportant une petite quantité d'eau jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment sur la planète rouge. Imaginons donc que nous ayons réussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Après être arrivé sur Mars, il nous faudrait distribuer toute cette eau aux 4 coins de la planète. Un réseau de tuyaux souterrains serait nécessaire, ou des drones réservoirs envoyés dans différentes directions. Ce n'est là que le début et, comme vous pouvez le voir, les ressources et la logistique requises sont déjà colossales. De plus, une opération de cette ampleur nécessiterait d'immenses efforts coordonnés de la part des scientifiques, des ingénieurs et des agences spatiales. Et n'oublions pas les coûts. Pas étonnant que les scientifiques ne voient pas vraiment cela comme un projet viable. Mais l'échelle de cette opération n'est pas le seul problème. Imaginons que nous ayons tout compris et apporté cette eau de la Terre vers Mars. Et maintenant? Eh bien, croyez-le ou non, ce serait presque complètement inutile. Notre principal défi, ce serait l'atmosphère et le climat actuel de Mars. Mars est un désert sec,
avec une atmosphère qui ne représente environ qu'1% de la masse de l'atmosphère terrestre. Du coup, toute cette eau versée à sa surface s'évaporerait très vite. Il serait difficile de créer un environnement stable si tous les lacs s'asséchaient en quelques secondes seulement. Et si l'eau ne s'évaporait pas, alors au contraire, elle se transformerait en glace. La température à la surface de Mars est bien en dessous de zéro. Une atmosphère ténue ne fait qu'aggraver les choses. Un autre défi est le champ magnétique de Mars est très faible, ce qui veut dire qu'elle est peu protégée contre les vents solaires. Les vents solaires sont des flux de particules chargées projetées par le Soleil. Et ils sont plutôt dangereux. Ils pourraient éliminer toute l'eau qu'on aurait déposée sur la planète. De plus, le rayonnement solaire sur Mars est beaucoup plus fort que sur Terre. La tâche de conserver de l'eau liquide serait donc encore plus difficile. Et enfin, n'oublions pas qu'il nous faudrait aussi purifier cette eau afin de la rendre potable. Mais n'abandonnons pas. Si nous restons super optimistes, nous pouvons toujours essayer de résoudre ces problèmes. En gros, nous devons trouver un moyen de conserver de l'eau liquide quelque part pendant longtemps, en nous assurant qu'elle ne gèle ni ne s'évapore. Alors, on fait comment? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Premièrement, l'isolation. Nous pourrions envelopper tous nos conteneurs dans des matériaux isolants, dans de la mousse par exemple, ou un matériau réfléchissant qui empêcherait l'eau de geler. Deuxièmement, le chauffage. Nous pourrions utiliser des chauffages et autres appareils pour empêcher la congélation, même des couvertures à thermique. Mais cela nécessiterait beaucoup d'énergie, et ce serait très difficile. Troisièmement, des réservoirs souterrains. Nous pourrions creuser de grands trous et les recouvrir d'un matériau transparent qui laisserait passer la lumière du soleil. Ainsi, notre eau resterait bien au chaud. Quatrièmement, la salinité. Ajouter une petite quantité de sel ou d'autres minéraux dissous dans cette eau peut abaisser son point de congélation. Mais il nous faudrait énormément de sel pour les quantités dont nous parlons. Cette méthode n'est pas très efficace. Et enfin, cinquièmement, une serre. Nous pourrions construire une serre ou une autre structure capable de capturer la chaleur pour créer un environnement semblable à celui de la Terre. Cette option est probablement la meilleure. Après tout, une serre nous permettrait également de faire pousser des plantes et d'autres organismes. Hourra, la vie! Bien, admettons que nous avons découvert un moyen de stocker notre eau sur Mars et de la conserver à l'état liquide. Et maintenant, quel impact cela aurait-il sur Mars? En fait, ce serait formidable. Si nous déversions toute cette eau sur Mars, le climat de ce désert rouge en serait radicalement transformé. Tout d'abord, nous pourrions créer ce qu'on appelle un effet de serre. C'est lorsque les gaz dans l'atmosphère d'une planète retiennent la chaleur, provoquant une augmentation de la température globale. Et oui, c'est plutôt mauvais pour la Terre. Mais pour Mars, dont les températures varient entre 21 degrés Celsius et moins 129 degrés Celsius, ce serait génial. Cela pourrait entraîner un épaississement de l'atmosphère et conduire à la fonte des calottes glaciaires. Ne serait-ce pas incroyable? D'un désert stérile, Mars deviendrait soudain une Terre 2.0. Cela signifie également que l'atmosphère de la planète changerait. Par exemple, les modèles météorologiques. Des nuages se formeraient sur Mars. La pluie commencerait à tomber. Et la pluie, comme nous le savons, fait passer l'eau d'une région à une autre. Ce qui signifie que la végétation serait régulièrement arrosée. Mais tout ça n'est que spéculation. Nous ne pouvons pas être complètement sûrs du type d'impact qu'un transport d'eau sur Mars pourrait avoir sur le climat de la planète. Peut-être que pour créer cet effet de serre, il nous faudrait beaucoup plus d'eau que ce que nous pouvons transporter. Mais si malgré tous ces défis, nous réussissions notre mission et rendions Mars plus chaude et plus humide, la vie y naîtrait-elle? Malheureusement, c'est très improbable. Oui, l'eau est cruciale au développement de la vie, mais ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin. La composition du sol martien n'est pas très favorable à la vie. Il est constitué du régolithe, qui est lui-même essentiellement composé de poussière, de sable et d'autres matériaux qui n'ont pas grand-chose à apporter aux plantes et autres organismes. Théoriquement, nous pourrions terraformer Mars. La terraformation est une modification graduelle d'une planète, un lent processus qui lui permet un jour d'abriter la vie. Mais c'est extrêmement complexe, difficile et coûteux. Et au fait, que deviendrait notre Terre dans cette histoire? Nous lui avons volé pas mal d'eau, n'est-ce pas?
Du point de vue de la Terre, ce transport d'eau vers Mars nécessiterait une énorme quantité de ressources, de l'énergie, mais aussi différents matériaux. Et la quantité d'eau nécessaire serait littéralement stupéfiante. Une perte aussi importante dans les réserves terriennes aurait un impact significatif sur notre planète, surtout dans les régions où l'eau est déjà rare. Donc, en gros, c'est vraiment une mauvaise idée, peu importe le point de vue. Oui, ça peut sembler intéressant, mais ce n'est pas du tout un projet viable. Cela nécessiterait trop de ressources, trop d'argent, et ça ne vaudrait même pas le coup. C'est pourquoi les scientifiques et les agences spatiales ne prennent pas cette idée au sérieux. En outre, nous avons des objectifs beaucoup plus réalistes et réalisables dans le domaine de l'exploration martienne. Par exemple, nous étudions la géologie, l'atmosphère et la possibilité d'une vie passée ou présente. Nous espérons ainsi trouver des ressources capables de constituer la base de futures explorations humaines. En somme, nous avons encore pas mal de travail avant de pouvoir commencer à envisager sa colonisation. Écoutons donc de près ce que nous disent nos scientifiques. Imagine que tu t'embarques pour une expédition arctique unique en son genre, avec pour destination la côte est du cap Bathurst, dans les territoires du nord-ouest du Canada. Il paraît que cet endroit n'a pas son pareil sur la planète Terre. La destination finale est un lieu incroyable, connu sous le nom de Smoking Hills, ou collines fumantes en français. Ces roches striées de rouge brûlent sans cesse depuis des siècles. On y trouve des minéraux qui n'existent qu'en dehors de notre planète, sur Mars. Certains scientifiques pensent même que le site pourrait être un cas d'étude pour découvrir la vie sur la planète rouge. À bord du petit vaisseau de croisière, tu sors sur le pont et tu es témoin d'une scène inhabituelle à l'horizon. Tu vois des nuages de fumée se former près d'une colline en bord de mer. C'est comme si des centaines de personnes avaient allumé des feux de camp en même temps. Mais cette fumée n'est pas d'origine humaine, te dit ton guide. La plupart des gens pensent alors qu'il s'agit d'un volcan. Certaines personnes sur le pont suggèrent même qu'une éruption pourrait se produire d'un moment à l'autre, à en juger par son aspect. Ton guide rit, expliquant que c'est loin d'être le cas. Les volcans se trouvent généralement sur le bord des plaques tectoniques. C'est une faille de la croûte terrestre qui permet à la lave chaude et au gaz de s'échapper vers la surface. Or, les Smoking Hills sont une toute autre histoire. La fumée constante est causée par un phénomène naturel, mais tu vas tout apprendre à ce sujet au cours des prochains jours. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces roches n'ont pas commencé à brûler il y a bien longtemps. Selon les experts, le sol des Smoking Hills dégage des nuages de fumée depuis au moins 200 ans, sans arrêt. Oui, tu as bien entendu, mais ils ne savent toujours pas depuis combien de temps elles brûlent. Cela pourrait se compter en milliers d'années. Avant que tu ne quittes le navire, quelques recommandations s'imposent. Le chef d'expédition explique que tu vas pénétrer dans une zone à haut risque. Il faut donc remplacer tes chaussures de randonnée et tes vêtements habituels par une combinaison spéciale et un masque à gaz avant de monter sur le site. Les nuages de fumée que tu observes maintenant à une distance sécurisée sont composés d'acide sulfurique. Or, ce produit chimique est très corrosif et tu dois faire attention en respirant son air. Alors n'oublie pas de garder ton masque. Oh, et aussi tentant que cela puisse paraître, ne touche à rien avec tes mains nues. La légende dit que le premier équipage à explorer les Smoking Hills les ont trouvés par erreur. Et ces gens n'avaient aucun des équipements que tu vas utiliser. Les premiers témoignages écrits sur les Smoking Hills remontent aux années 1800. Le capitaine irlandais Robert McClure dirigeait une expédition pour retrouver l'explorateur perdu Sir John Franklin qui avait disparu depuis plus de 5 ans. L'équipage a pris une mauvaise direction en cours de route et est tombé sur ces rochers brûlants. Ils pensaient aussi qu'il s'agissait d'un volcan actif, tout comme toi, mais ils ont découvert à quel point ils se trompaient lorsqu'ils se sont approchés. Par curiosité, McClure a rapporté un échantillon de roche sur le bateau et on raconte que l'échantillon a fait un trou dans son bureau en acajou. Souviens-toi de cela quand tu auras envie de rapporter un souvenir à la maison. Il ne fera peut-être pas un trou dans ton bureau, mais il s'échappera certainement de ta poche ou de tout autre récipient que tu essaieras d'utiliser pour le récupérer. Maintenant, c'est le deuxième jour et tu es prêt à explorer les lieux. L'équipage de l'expédition est divisé en petits bateaux. En chemin vers le rivage, tu remarques un groupe d'animaux.
Ils sont loin de la fumée et on dirait qu'ils viennent de faire un bon repas. Les Smoking Hills sont situés dans la toundra arctique, qui abrite une faune et une flore riches et variées. Lentement, tu t'approches de la rive. Tu vois maintenant que les falaises sont faites de roches striées de rouge qui semblent avoir été peintes à la main par quelqu'un. Il existe un autre endroit sur Terre avec des collines similaires et il se trouve au Pérou. Le site, surnommé Montagne Arc-en-Ciel ou Montagne aux 7 couleurs, est lié à un phénomène naturel fascinant. Les montagnes ont été formées par la sédimentation de différents minéraux. Alors que les Smoking Hills sont principalement rouges, les montagnes péruviennes ont des bandes de couleurs lavande, or, rouge et même turquoise. Lorsque tu quittes enfin le bateau au pied des Smoking Hills, tu commences ton ascension. Marcher est difficile avec tes bottes spéciales. Les semelles sont faites spécialement pour supporter des températures élevées, mais c'est vraiment difficile de garder l'équilibre. Avant même de t'en rendre compte, tu es au plus près des rochers brûlants. Ta première pensée est de partir de là aussi vite que possible. Les conditions pour la vie humaine sont extrêmes. C'est inhospitalier et tout indique que tu ne devrais pas rester longtemps ici. Mais tu es aussi extrêmement curieux. Tu te demandes comment ces pierres peuvent continuer à brûler aussi longtemps. La science derrière tout cela n'est pas très compliquée. Les roches que tu vois s'appellent des schistes. Il s'agit d'un type de roche sédimentaire formée par des minéraux argileux. Ton guide t'explique que le secret de la fumée se trouve au sol, qui est formé par le soufre et le charbon. Lorsqu'ils entrent en contact avec l'oxygène, ils s'enflamment spontanément, libérant la fumée que tu vois. Les quelques étangs de la région contiennent une eau très acide. Les scientifiques affirment que cette région du monde est la seule à présenter un pH négatif. Cela signifie que cette eau est naturellement corrosive. Alors ne t'avise pas de la boire. Assure-toi d'apporter ta propre bouteille d'eau lorsque tu quittes le navire. Tu passes quelques heures sur le site, mais cela semble durer une journée entière. Les combinaisons sont lourdes et respirer à travers un masque à gaz n'est pas très confortable. À la fin de la journée, tu retournes sur le bateau, profitant en chemin d'un magnifique coucher de soleil arctique. Le matin de ton 3e jour, tu vas avoir une belle surprise. Tu ne vas pas faire une nouvelle sortie. Non, au lieu de cela, tu vas faire un voyage dans l'espace. Métaphoriquement, bien sûr. Ton guide parle du lien entre les Smoking Hills et Mars. La recherche de la vie sur Mars a été un voyage à part entière. Mais récemment, les scientifiques ont découvert la présence passionnante de jarosite sur les Smoking Hills. Et devine quoi? La jarosite est un minéral abondant sur Mars. Les experts pensent que cela peut indiquer que Mars a eu de l'eau courante à un moment donné de son histoire. Car la jarosite a besoin d'eau souterraine pour se former. Cette découverte pourrait rapprocher la science d'une incroyable percée. La vie a-t-elle vraiment existé sur d'autres planètes du système solaire? Mars a toujours été sur le radar de la recherche scientifique comme la planète la plus susceptible d'avoir développé la vie. La température atmosphérique actuelle est insupportable pour la vie en surface, mais elle était similaire à celle de la Terre à un moment donné. La preuve la plus importante serait de trouver des traces d'eau courante. En ce moment même, le rover Curiosity est à la recherche de toute information pouvant suggérer l'existence de la vie sur Mars, passée ou présente. D'ailleurs, ce robot curieux explore la surface de la planète rouge depuis maintenant plus de 3566 jours. Si tu fais le calcul, cela fait 9 ans et 279 jours. Et au cas où tu te demanderais pourquoi nous sommes si impatients de trouver de la vie sur d'autres planètes, eh bien sache que selon la NASA, la recherche de la vie sur d'autres planètes peut nous aider à expliquer beaucoup de choses sur notre propre histoire. D'où nous venons et peut-être même où nous allons. Et qui aurait pu deviner que les scientifiques pourraient commencer à trouver des réponses à ces questions dans la toundra arctique? Excitant, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le 4e jour à bord du navire, et l'expédition touche à sa fin. Il est temps de rentrer sur le continent. Tu viens de visiter l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde, qui t'a certainement laissé beaucoup d'impressions. Il est désormais temps de nous dire ce que tu as pensé de ce voyage et ce que tu as appris en cours de route. Alors partage tout ça dans les commentaires ci-dessous. Le jour de l'annonce. Bonjour à tous et bienvenue sur mon vlog dédié à l'espace. Je suis très excité car j'ai une grande annonce à faire. Après des années d'entraînement, le jour que j'ai attendu toute ma vie est enfin arrivé.
J'ai toujours rêvé de faire partie des 350 personnes triées sur le volet pour devenir des astronautes de la NASA. Et voici un fait amusant. Les 7 astronautes d'origine du projet Mercury sont ceux qui ont étraîné cette liste. On peut donc dire que je fais partie d'un club très sélect. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai enfin terminé avec les ateliers de réalité virtuelle et que je vais véritablement aller dans l'espace. Il y a tellement de choses que je dois accomplir pour me préparer à ma première mission, alors je vais faire en sorte que le vlog d'aujourd'hui soit court. Mais attendez-vous à entendre parler de mes aventures spatiales dans les prochains jours. Le jour avant le lancement. On pourrait penser que la journée qui précède le lancement est très chargée pour l'équipage, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une journée plutôt relaxe en termes de choses à faire. Comme les jours à venir s'annoncent éprouvants, la NASA nous permet de passer du temps avec des membres de notre famille ou des amis proches qui ont été autorisés à nous tenir compagnie pendant notre quarantaine avant le volume. On peut également séjourner dans une maison de plage qui appartient à l'agence spatiale. C'est un job de rêve ou quoi? Mais la chose la plus importante que l'on nous conseille de faire ce jour-ci est de passer une bonne nuit de sommeil. Enfin, dans la mesure du possible, mais pas de pression. C'est donc ce que je vais essayer de faire à présent, alors au lit. Heureusement qu'il nous a été interdit de boire du café 24 heures avant le lancement. Sinon, je parie qu'avec toute cette caféine, je passerai la nuit à compter des moutons. Le jour du lancement. Aujourd'hui, c'est le jour J. Tout d'abord, bien que ce soit l'une de mes chansons préférées, j'essaie d'éviter d'écouter Space Oddity de David Bowie, parce que personne ne tient à plomber le moral de tout le monde. Deuxièmement, le café n'est toujours pas autorisé au petit déjeuner le matin du lancement en raison de 6 propriétés diurétiques. Le fait de devoir faire des allers-retours aux toilettes peut être un vrai problème lorsque l'on est sanglé dans un cockpit à destination de l'espace, voyez-vous? Cela peut sembler surprenant, mais ces précautions mises à part, les astronautes ont un temps battement assez important qui précède le lancement. Avant de nous rendre sur le pas de tir, nous procédons à une ultime vérification et nous nous rendons aux toilettes pour un dernier pipi. Il est ensuite temps de monter dans le cockpit. Beaucoup d'entre nous font une sieste une fois à l'intérieur, car le système informatique effectue des milliers de tests avant le lancement, y compris des vérifications vocales air-sol avec les différents centres de contrôle. Et voici un autre fait amusant. Nous portons tous des couche-points pour adultes pendant cette période, juste au cas où. Bon, d'accord, arrêtons de parler de nos petites commissions pour le moment. Maintenant que tout est paré, il est temps de démarrer le moteur principal. Préparez-vous au décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Vers l'infini et au-delà. Un jour dans l'espace. Bienvenue dans l'espace. Je vous aurais bien emmené faire un petit tour du propriétaire. Mais ici, il est déjà bien assez difficile de distinguer le haut du bas. Ha ha ha. Tout d'abord, chaque minute et chaque seconde de la journée d'un astronaute dans l'espace est planifiée. Qu'il s'agisse de manger, de se brosser les dents, de travailler ou de dormir, chacun de nos gestes s'inscrit dans un emploi du temps strict. Les tâches que nous devons accomplir sont divisées en tranches de 5 minutes par une équipe du centre de contrôle de la mission, également appelée Ops Planner. Cette planification est cruciale car elle permet de savoir exactement ce qui se passe et qui est impliqué dans quoi à un moment donné sur la station spatiale. Mais pas d'inquiétude. Tout n'est pas que boulot, boulot, boulot. Même si ces activités s'inscrivent également dans notre planning, nous avons toujours du temps libre. Le concept de journée à bord d'un vaisseau spatial en orbite est un peu différent de ceux que l'on pourrait imaginer. Toutes les 24 heures, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale assistent à 15 levées et 15 couchers de soleil, pendant que la station se déplace autour du monde. Mais depuis des millions d'années, l'homme obéit à un cycle quotidien de 24 heures. Notre cerveau et notre corps suivent le rythme circadien de l'éveil et du sommeil. C'est pourquoi les astronautes travaillent en pied et dorment selon des horaires similaires qui correspondent à ces cycles. Car tout autre rythme nous ferait vivre dans un état de décalage horaire permanent. Une journée de travail s'étend d'environ 6h à 9h30, heure de Greenwich, et comprend 3 repas et 2h30 d'exercice. Le rituel matinal. Notre emploi du temps du matin dans l'espace est similaire à celui que nous avons sur Terre. Nous sommes réveillés par une sonnerie et nous nous lavons avec les produits fournis par la NASA dans nos kits de toilette. Il s'agit notamment de shampooings sans rinçage qui nécessitent très peu d'eau puisqu'il n'y a pas de véritable douche en apesanteur.
Ce qui est rigolo, c'est que l'eau que nous utilisons flotte pendant tout le processus. Chacun d'entre nous est autorisé à emporter les produits de son choix dans cette trousse, y compris des produits cosmétiques et du dentifrice. Il y a des rasoirs pour se raser, des tondeuses ou des ciseaux pour se couper les cheveux si nécessaire. Nous devons simplement veiller à aspirer les cheveux, afin qu'ils ne volent pas partout plus tard pendant que nous travaillons. L'alimentation. On ne saute pas le petit déjeuner. C'est le premier de nos 3 repas, suivi du déjeuner, puis du dîner. La quantité de nourriture que nous ingérons dépend des besoins en calories de chacun. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisiner ou de faire la vaisselle, car les repas sont déjà préparés sur Terre et présentés dans des emballages jetables. Il faut savoir que la nourriture de l'espace s'est considérablement améliorée en termes de variété et de goût depuis les missions Apollo au cours desquelles les astronautes n'ont consommé que de la nourriture lyophilisée pendant des jours. Le travail dans l'espace. Après avoir mangé, il est temps de se mettre au boulot. Chacun d'entre nous s'attelle aux tâches qui lui sont assignées pour la journée. Celles-ci vont de la supervision d'expérience à l'entretien quotidien des équipements de la station. Notre travail consiste également à gérer des projets contrôlés depuis la Terre et à nous soumettre nous-mêmes à des expériences visant à déterminer dans quelle mesure notre corps s'adapte à la vie en absenteur pendant de longues périodes. La gym spatiale. Faire de l'exercice est une partie essentielle de notre journée. Nous consacrons en fait des heures chaque jour à notre remise en forme. Normalement, sur Terre, notre corps est constamment actif parce qu'il lutte contre la gravité pour se déplacer. Mais dans l'espace, où la gravité est presque inexistante, les mouvements sont plus aisés et ne demandent pas beaucoup d'efforts ou d'énergie. Ainsi, les astronautes qui passent de longues périodes dans l'espace sans continuer de s'entraîner physiquement perdent beaucoup de masse musculaire, ce qui les affaiblit une fois rentrés chez eux. C'est pourquoi il est vital pour nous de rester actifs physiquement afin de prévenir ces pertes osseuses et musculaires. Cela permet également d'atténuer ce que nous appelons le reniflement de l'espace, qui est causé par l'accumulation de fluides corporels dans le crâne, car ceux-ci ne sont plus attirés vers le bas par la gravité. Nos options en termes d'exercice régulier comprennent le cardio sur un tapis roulant ou un vélo, au choix. Nous faisons aussi de la musculation. Et pour nous acquitter de tout cela, nous devons nous attacher aux machines d'exercice, parce que sans cela nous flotterions comme des baudruches, et nos efforts ne serviraient à rien. Le temps libre. Les organisateurs de la mission sur Terre prévoient chaque jour un peu de temps pour nous permettre de nous détendre et de nous amuser dans l'espace. C'est le moment où nous écrivons nos mails, regardons des films ou jouons d'un instrument. Mais pour être honnête, le passe-temps le plus populaire dans la station est de regarder par le hublot la Terre défiler sous nos yeux. Il y a aussi les spectaculaires levées et couchers de soleil, qui se produisent toutes les 45 minutes pendant que nous sommes en orbite. On peut donc dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. D'ailleurs, tout comme les terriens, nous avons aussi des week-ends pour nous ressourcer. Tout le monde au lit. Il est important de bien dormir afin d'avoir de l'énergie pour les tâches du lendemain. Cependant, dans l'espace, nous ne pouvons pas grimper dans nos petits lits douillets. À la place, nous avons des sacs de couchage qui sont fixés au mur pour nous protéger. S'ils ne l'étaient pas, nous flotterions toute la nuit, ce qui n'est ni sûr ni reposant. Bon, là-dessus, il faut que j'y aille. À la prochaine. La gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km/s ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un œuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 km de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levy 9.
La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchance ? Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de 2 ans pour y arriver. Tu y seras en... Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide, mais il y a une tache étrange à sa surface. Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 terres. Cette tempête effraie tout le monde. Elle est 10 fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km/h. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux. Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain Jupiter était avalé par un aspirateur géant ? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère ou ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon. Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 km s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Chicxulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où il venait. Chicxulub n'était pas un astéroïde, mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal, mais de glace, de poussière et de gaz gelé. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre, mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexel est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres, ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexel s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. 3 ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait 2 fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas à Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elles des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. 8 planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile.
Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète, nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre. Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus. Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires. Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrés en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe, comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote. À cette époque, une autre planète de la taille de Mars, de nos jours, s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. À une vitesse de 14 000 km/h, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule, qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune, mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide, pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer. Alors voici le tableau. Tu n'es même pas encore né, mais tes parents savent déjà à quoi tu vas ressembler. En l'an 3021, la génétique est si avancée qu'on peut préprogrammer un individu. Couleur des yeux et des cheveux, forme du visage, du nez et des lèvres, longueur des doigts, structure du corps. Ce sont de simples choix dans un menu déroulant. Un peu comme si tu créais ton avatar dans un jeu de rôle. Tout le monde a l'air génial. Plus de régime, plus de salle de sport et un corps sain pour tous. Tout ce qu'il faut, c'est une petite modification génétique et un liquide spécial rempli de quelques millions de nanorobots. La bio-ingénierie et la technologie médicale permettent aux gens de modifier leur corps et leur esprit comme ils le souhaitent. Tu désires une meilleure ouïe ? C'est fait. Désormais, tu peux entendre une mouche se frotter les pattes de l'autre côté de la pièce, même si tu n'en as pas tellement envie. Les nanorobots peuvent transformer tes yeux en jumelles avec un zoom 100 fois plus grand. Depuis ton appartement du 160e étage, tu peux lire les informations nutritionnelles sur un emballage qui se trouve par terre. Mais tu as besoin d'aventure. Tu veux tomber d'une fenêtre et atterrir indemne ? Les nanorobots peuvent y aider. Des millions de petits robots peuvent être programmés pour protéger tes os et tes muscles, ou te permettre de soulever une voiture d'une seule main. Les super-héros ne sont plus vraiment impressionnants. N'importe qui peut obtenir des super-pouvoirs en 3021. Et tu peux dire adieu aux années passées à apprendre un nouveau métier. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour trouver un travail. Tu n'as qu'à télécharger toutes les compétences et les connaissances dont tu as besoin. Les nanorobots peuvent aussi pénétrer dans ton cerveau et améliorer ton humeur. Tu peux devenir joyeux, fâché, drôle, triste, tout cela en quelques secondes. Le cerveau n'est plus un mystère, tout comme le subconscient. Cela signifie qu'il n'y a plus de psychologue ni de psychiatre. Et la résolution de tes problèmes personnels ? Facile. Tu as des lentilles spéciales intégrées dans tes yeux et connectées à une intelligence artificielle. Tu peux voir une analyse de ton esprit et l'IA te proposera même une stratégie pour l'améliorer. Tu n'as pas assez de vitamine C ? Tu recevras une notification. Tu as besoin de plus de protéines ? Encore une notification. C'est tout simplement génial. Étonnamment, les nanorobots t'ouvrent l'accès à tous tes souvenirs. Repasse-toi n'importe quelle période de ta vie comme un film, quand tu veux. Tu peux voir les moments heureux dans leurs moindres détails ou effacer définitivement tout ce que tu préfères ne plus voir.
Le génie génétique permet de créer non seulement des humains modifiés, mais aussi des animaux. Les scientifiques ramènent à la vie des poissons, des oiseaux et des mammifères disparus. Tu peux même générer ton propre animal de compagnie à partir de rien. Un chien, un chat, un petit éléphant, un dinosaure, tout ce que tu veux. Et si tu n'aimes pas nettoyer le désordre, prends un robot animal qui ressemble et agit exactement comme un vrai, sans tous ces trucs, disons, ennuyeux. En 3021, ton corps peut vivre 200 ans, mais ton esprit, pour toujours. Tu peux télécharger les données de ton cerveau sur le cloud. Ta façon de penser, tes habitudes, ton attitude, ton caractère, tes souvenirs, toute ta personnalité peut être encodée et téléchargée. Tu peux à présent coder ton esprit et le télécharger dans un nouveau corps modifié, mettons pour ton 189e anniversaire. Et ce nouveau corps n'a pas besoin de nourriture ou d'eau, seulement d'énergie. À l'avenir, personne n'aura plus faim. Les gens voyagent dans la galaxie avec style. Tu peux télécharger ta conscience sur un ordinateur et la transmettre à ton autre corps biomécanique que tu as envoyé sur une autre planète. Si tu as assez d'argent, tu peux acheter plusieurs corps et les disperser dans différentes parties de la galaxie. Ensuite, pendant tes jours de congé, tu peux téléporter ton esprit sur une autre planète, juste pour avoir un peu de paix et de tranquillité. Si tu veux soulager ta conscience et la télécharger à nouveau dans quelques centaines d'années, tu as un choix à faire. Vivre un rêve long de 100 ans ou passer le temps en virevoltant dans un réseau infini. Tu peux même mettre ton esprit sur Internet et faire ce que tu veux. Certaines personnes choisissent même de vivre à l'intérieur du web, juste pour 1 an ou 2. Oui, un peu comme dans Matrix. Les gens ont appris à modifier leur environnement à l'aide de brouillards utilitaires. Imagine un robot de la taille d'une cellule humaine. Ce robot a plusieurs membres, peut changer de couleur, de température et peut se connecter avec d'autres minuscules robots. Les brouillards utilitaires ne sont que des milliards de ces petits bonhommes. Ils s'accrochent les uns aux autres et peuvent créer n'importe quel objet que tu veux, ou ils peuvent se transformer en une sorte d'hologramme, parfait pour les appels vidéo. Le brouillard peut prendre n'importe quelle forme. Ce peut être une tasse, un tableau, une voiture, un plus gros robot, mais pas quelque chose de vivant. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est le futur que tout le monde peut en profiter. Cette technologie de brouillard est incroyablement coûteuse. Les brouillards peuvent te permettre de créer des bâtiments entiers. Tu peux te réveiller dans ta belle maison, aller au travail, et la maison se replie automatiquement et se transforme en une petite valise. Tu peux voyager à travers la galaxie avec elle et la transformer en n'importe quelle maison selon ton gré. Tu as soudain envie d'avoir une cuisine plus grande, des meubles différents, une piscine sur le toit, un toboggan qui aille de ta chambre à la cuisine? Pas de problème. Et à l'intérieur de ta maison, les choses sont bien différentes. Tu n'as plus besoin de faire le ménage. La poussière et la saleté sont toutes prises en charge par les nanorobots. Tu regardes un film triste, tu pleures, tu utilises un mouchoir, puis tu jettes le mouchoir usagé par-dessus ton épaule. Juste là où il atterrit, ton brouillard utilitaire se transforme en une petite poubelle avec des roues. Il se dirige vers la cuisine, jette le mouchoir et pouf, il disparaît. Que dirais-tu d'un petit encas après le film? Pendant des siècles, des drones livreurs de pizza ont volé dans les rues. À un moment donné, c'est devenu un peu ridicule. Ils étaient trop nombreux, ils ont commencé à s'écraser les uns contre les autres et sur les oiseaux qui passaient. Maintenant, il suffit de commander un burger ou des pâtes à travers tes lentilles spéciales et la nourriture est imprimée en 3D. Lorsque les ressources de la planète Terre ont commencé à s'épuiser, les gens ont colonisé la Lune et Mars. Puis arriva une avancée révolutionnaire. Un moteur thermonucléaire capable d'effectuer des voyages transmigranucléaires. Appelons-le simplement dispositif de téléportation. Les gens ont envoyé des robots pour construire des villes, des routes, des réseaux électriques et des stations d'épuration. Puis, les gens ont commencé à s'installer de façon permanente. Tous ceux qui sont nés sur Mars ou sur la Lune étaient différents de nous autres terriens. Mars, par exemple, reçoit moins de lumière solaire que la Terre. Les Martiens ont donc des pupilles plus larges. Cela signifie que si jamais ils revenaient sur Terre, ils auraient une vision nocturne bien meilleure. Mais les Martiens et les natifs de la Lune ont aussi des os plus faibles. Heureusement, ils ont ces nanorobots pour les aider. Mais ces nouvelles découvertes entraînent aussi de nouveaux risques et de nouveaux dangers. Le téléchargement de ta conscience peut terriblement mal tourner. Tu risques d'être confronté à des virus qui peuvent t'emprisonner dans une cage virtuelle. Beaucoup de pirates utilisent des programmes qui peuvent effacer ton esprit comme un simple fichier sur ton bureau. Et les nanorobots peuvent parfois s'avérer défectueux, et au lieu d'améliorer ton corps, ils le détériorent. Déménager sur d'autres planètes est très risqué. Il faut parfois abandonner des villes sur Mars parce qu'il y a soudain une tempête de poussière qui dure 300 ans.
Et les voyages spatiaux sont toujours dangereux, même en 3021. Il y a des tas de forces dans l'univers que les scientifiques ne maîtrisent toujours pas. Supposons que tu achètes un corps robot modifié et que tu l'envoies dans une nouvelle ville martienne. Tu es sur Terre, tu télécharges ta conscience sur un ordinateur et tu l'envoies dans le nouveau corps. La météo est parfaite, les couchers de soleil sont épiques. Soudain, un énorme astéroïde s'écrase sur ta maison. Ce genre de choses arrive en 3021. La façon dont nous vivons aujourd'hui semble exotique pour les gens du futur. Respirer et vivre dans un corps organique, manger des aliments naturels, prendre une vraie douche avec de l'eau, apprendre de nouvelles informations en lisant, toutes ces choses les font d'ailleurs un peu flipper. À un moment donné, les humains ont appris à voyager dans le temps, mais cette nouvelle technologie a immédiatement été interdite. Sauf si un astéroïde détruit le corps de ce robot que tu as économisé pendant toute une année pour acheter. L'humanité vit dans une utopie, mais tout changement dans le passé pourrait signifier la fin de celle-ci. Au lieu de voyager dans le passé ou le futur, les gens créent des simulations virtuelles de leur période préférée. Quelles sont les simulations les plus populaires ? Retourner dans le temps et vivre une journée comme une personne ordinaire en 2021. De puissants ordinateurs quantiques analysent tes gènes, calculent à quoi tu aurais ressemblé et recréent une copie exacte de toi-même. Ah, la vie était tellement plus simple il y a 1000 ans. Quant à moi, je retourne en 1977. Le disco, les Bee Gees, les boules à facettes, l'âge d'or de la musique. En tout cas, pour certains d'entre nous.